Il est une terre du bout du monde, aussi mystérieuse et envoûtante qu'une autre planète. L'île de Clipperton, au cœur du Pacifique. À bord du trois-mâts Rara Avis, 40 scientifiques se lancent à la conquête d'un atoll à nul autre pareil pour en faire leur terrain d'étude. Spécialiste des régions polaires, l'explorateur français Jean-Louis Etienne, chef d'expédition, réalise un vieux rêve en mettant cette fois le cap sur une île tropicale méconnue. Clipperton, un écosystème unique, perdu au milieu de l'océan, à 1200 km au large du Mexique. Jean-Louis Etienne vient y dresser un inventaire et faire de cette île insolite un formidable outil d'éducation à l'environnement. Mais pour l'heure, un obstacle de taille empêche tout débarquement. On n'y va pas, on n'y va pas. J'avais peur qu'il y ait passé un cyclone là-dessus qui rase les cocotiers. Ça aurait été terrible. Ah si, elle est belle cette cocoterie, là, on va. Elle va être bien là. Oh, c'est joli. Jean-Louis cherche un accès, mais Clipperton est protégé par une infranchissable barrière d'écume. Épaulé par 2 plongeurs, il part en repérage. Remonte. Non, remonte. Jeannot va se mettre à l'eau et essayer de trouver une passe en nageant. Yeah! Cette ceinture de corail a déjà éventré bien des navires. En attendant que Jeannot Prat trouve la faille, Jean-Louis tente un coup de poker. Allez, hop. Le chef d'expédition confie au courant le lourd chargement de bois destiné à construire le camp. Le tout devrait s'échouer sur la plage. En théorie. Ça marche. Les 250 planches arrivent à bon port. La houle océanique s'apaise. La citerne d'eau est remorquée vers une passe de 5 mètres de large repérée dans le corail. Peu profonde, elle n'est praticable qu'à marée haute. En moins de 6 heures, sous l'œil des maîtres des lieux, 20 tonnes de microscopes, cuisinières, bonbonnes de gaz, bouteilles de plongée, trousses à outils, postes de soudure, vaisselle ou duvet sont déposés sur la plage. Une colonisation pacifique de 4 mois commence.
Autour des permanents, des scientifiques se relaieront toutes les 3 semaines. Pour des raisons d'infrastructure, d'eau douce, de nourriture, Jean-Louis Étienne a limité à 25 le nombre d'habitants sur l'atoll. La cocotteraie est une oasis dans le désert. Les fous bruns, sans méfiance en raison de l'absence de prédateurs, accueillent les envahisseurs selon la coutume locale. Ah, salaud! Moi, chier dessus. Il faut tout installer pour bien durer. Dortoir, cantine, laboratoire. Procurer un minimum de confort sur cette terre inhospitalière n'est pas simple. La cabane de Jean-Louis Étienne se monte, elle, en un clin d'œil. Tu rentres de cocotier, tu vois la mer? Non mais la mer on l'a toute la journée, ça va. Pour dormir, hein. Ça c'est quand tu vas à l'hôtel, exceptionnellement pour une nuit, tu prends vue sur la mer. Mais là quand tu l'as 3 mois, c'est... Ah ouais, tu te protèges un peu quoi. Bon, tout le monde s'en mêle, c'est sympathique. Les quelques planchers garés sont ramenés au camp, au bon soin d'Éole. L'antenne satellite sera le cordon ombilical avec le monde extérieur. Pour ne pas cantonner la science aux revues spécialisées, Jean-Louis, professeur du bout du monde, présentera en direct le travail des chercheurs aux dizaines d'écoles partenaires de l'expédition. Au soir du 3e jour, le camp est dressé. L'équipe, épuisée, fête son installation avec une grillade de langoustes pêchée sur le platier de l'atoll. Retour au bureau en compagnie de Camille Fresser, l'ingénieur informaticien. En raison du décalage horaire entre Clipperton et la métropole, les journées se terminent fort tard, avec quelques surprises. Tu t'as vu l'envergure? J'ai surtout senti C'est magnifique, magnifique. Je comprends pourquoi ils mettent des gants. Bon, allez. Joli. Et plus ça va, plus c'est. L'une des 2000 frégates de l'île s'est invitée dans la tente de communication. Laisse-la tranquille, quoi. Je pense que on va vite finir là et puis. Oh. Grave. Attends. Le Rara Avis reprend déjà la route du Mexique pour chercher d'autres scientifiques. Clipperton est un atoll fermé, situation rarissime. Un énigmatique trou circulaire s'ouvre dans le lagon. Et au sud-est, un rocher en sentinelle est le dernier vestige du volcan qui fut à l'origine de l'île. Le campement se trouve au cœur de la plus grande cocotteraie, à 2 km du rocher que l'on distingue au loin. Pour déceler les perturbations à venir sur une planète menacée, il faut établir un état zéro dans des lieux peu touchés par l'homme, comme Clipperton. Les scientifiques arrivés avec la première rotation sont déjà au travail. Le spécialiste des reptiles, Yvan Inèche, s'acharne à identifier son premier lézard. Pour arriver à Clipperton, les ancêtres de celui-ci ont accompli un fantastique voyage à travers tout le Pacifique, probablement accrochés à des radeaux de végétation à la dérive, des lambeaux de terre arrachés aux côtes de l'Asie par les typhons et les ouragans. L'ornithologue Mathieu Lecor essaie de ne pas compter 2 fois le même fou. 1599. Même problème pour les crabes. Le carcinologue Jean-Marie Bouchard
est bien décidé à mettre un peu d'ordre dans ce capharnaüm. Quant à Jean-Louis Etienne, il explore à sa manière son nouveau domaine. Premier constat, entre le bec des oiseaux et la pince des crabes, il reste peu de place pour les autres espèces. La collection de Gérard Guérin n'est pas destinée au Muséum d'histoire naturelle, mais à une déchetterie de la Guadeloupe. Il débarrasse chaque jour une parcelle de plage des monceaux d'ordures qui arrivent d'Asie et d'Amérique, poussés par les courants. Travail de Sisyphe. Chaussures par centaines, jamais en paire. Bouteilles par milliers. La petite perle du Pacifique est victime des excès de la société de consommation. Au-delà du cordon blanc, sous le manteau bleu, les biologistes marins ont commencé leurs explorations. L'inventaire des espèces de Clipperton se poursuit sur les pentes de l'atoll. Une équipe traque jusqu'à la moindre petite bête cachée sur le récif. Il faut brosser, gratter, creuser, casser et même récolter le corail mort qui sert de logis à un nombre insoupçonné de minuscules créatures. Avec un ballon gonflé d'air, la récolte remonte toute seule à la surface. Au laboratoire, un patient travail d'identification commence. Crevettes, crabes, Bernard l'ermite, nudibranche, comme cette étonnante limace de mer orange. Il y a un crabe qui se fait bouffer par le truc orange, putain. Oh, énorme. Les biologistes poursuivent leur investigation à l'endoscope. Une mini-murène de 5 cm ouvre une gueule de cauchemar. Ainsi s'évalue la biodiversité de Clipperton. Une diversité que Jean-Louis Etienne souhaite protéger. Ce qui est important, c'est de commencer à mettre cette graine d'environnementaliste dans chaque petit citoyen. C'est la responsabilité des parents, des enseignants, que d'éduquer à l'environnement pour un développement durable. Petit à petit, on peut espérer, même selon un principe tout à fait pavlovien ou darwinien, je ne sais pas ce que l'on peut choisir, mais que va se développer peut-être le gène de la conscience planétaire. Le village de Clipperton se pose en modèle. Il a recours à une énergie inépuisable, le vent et le soleil. 2 éoliennes et 84 panneaux solaires fournissent de quoi alimenter congélateurs, désalinisateurs, ordinateurs et appareils électroniques de laboratoire. Didier Noireau, ancien de l'équipe Cousteau, figure internationale du cinéma sous-marin, fait son nid. Voilà. L'important quand on arrive à Clipperton, c'est de s'installer. On ne peut pas vivre dans la médiocrité, dans les chiures d'oiseaux, les gravats, les immondices. On est obligé de faire un petit espace propre de vie, donc une tente avec des bâches, un petit jardin japonais, des plantations. Voilà l'homme de la situation, Gérard. Ce garçon a du métier. Une table en pied de mammouth. Un truc un peu costaud, style pied de mammouth, un truc un peu costaud pour mettre les caissons étanches, tous les gros trucs, les chargeurs. En fait, j'abats pas les arbres qui sont vivants, bien sûr. J'abats seulement ceux qui ont plus de tête, quoi, qui ont été cassés par la tempête. Et qui sont secs, mais pas pourris, quoi. Ça va être parfaitement vivable le jour où on va démonter. Enfin, c'est comme ça. Et le village de Clipperton devient réalité. Alors là, c'est une zone névralgique importante, puisque c'est l'atelier.
l'atelier pour tout le monde. Gérard passe beaucoup de temps ici, ainsi que Jeannot. Donc un outillage comme pratiquement dans tous les ateliers. Un petit peu de foutoir, mais c'est une caverne d'Ali Baba. Ici, il y a beaucoup de choses que nous avons amenées et beaucoup de choses qu'on a trouvées sur la plage parce que beaucoup de matériaux que nous utilisons ici sont des matériaux de récupération qu'on trouve ça et là et sur la plage. Des dortoirs. Alors, ça, c'est le dortoir des dames. Il n'y a pas l'équité, mais ça, c'est un dortoir d'hommes. Je vais laisser les gens tranquilles. Des fois, il y en a qui se reposent l'après-midi, enfin en fin de matinée plutôt. Et ici, c'est le dortoir un petit peu plus grand, avec au fond l'hôpital. Alors, ce camp-là s'est installé au tout début. Les premiers jours que nous sommes arrivés, il n'y avait aucun bâtiment, rien du tout. Et donc tout le monde a installé sa petite tente avec son hamac. Et finalement, quand on a installé les dortoirs, je pensais qu'il allait y avoir un mouvement vers les dortoirs. Et en fait, la majorité des permanents sont restés. À table. Fin de la 2e semaine. L'expédition prend son rythme de croisière. Pouic Pouic, jeune fou masqué en mal d'affection, est devenu la mascotte de l'équipe. Il n'a pas voulu quitter son domaine, la vieille dalle de béton vestige d'une expédition passée, sur laquelle la cantine est construite. Il a plutôt bien accueilli l'ouverture du restaurant. Je vais te dire, moi, autant un petit poussin c'est sympa au toucher, ça c'est carrément limite un peu poulet qu'on vient de plumer. Il a plus un poil, il est machin, il a le bec et les pieds pleins de merde, c'est pas le truc sympa. Mais bon, c'est Pouic Pouic. Je mets le doigt comme ça, je suis mort, il va avaler. Il commence à être musclé d'un mandibule, Pouic Pouic. Aïe! Ah bah c'est raté. Le rara avis est enfin de retour. Jean-Louis est ému. Sa petite famille est à bord. La belle cabane en bois face à la mer est pour Elsa, sa compagne, coordinatrice générale qui préparait à Paris l'arrivée des autres équipes de scientifiques, et pour leurs enfants, Ulysse 10 mois et Elliot 3 ans et demi. Clipperton sera une école maternelle alternative et un formidable terrain d'apprentissage pour les enfants. L'aire de débarquement est à 1 kilomètre du camp. Le navire amène aussi une nouvelle équipe de scientifiques qu'il faut installer. Ainsi, Bernard Serret, du Muséum d'histoire naturelle, spécialiste mondial des requins, et notamment du requin blanc, qu'on appelait autrefois l'ami. Il se bat pour sauvegarder ces créatures dont il étudie la classification. Ce poisson mange les autres, il est très goulu, il dévore les hommes entiers, comme on a connu par expérience, car à Nice et à Marseille, on a autrefois pris des lamis dans l'estomac desquels on a trouvé hommes armés entiers. Alors on peut se poser la question de savoir, un océan sans requins, après tout, est-ce que ça arrangerait pas tout le monde? Eh bien non, pas du tout, parce que les requins ont un rôle écologique extrêmement important dans l'écosystème marin. Ils maintiennent la bonne santé évolutive des proies, des populations de proies sur lesquelles ils se nourrissent. Parce qu'en éliminant donc les plus faibles, les chétifs, donc ils sélectionnent, c'est la sélection naturelle de Darwin, ils sélectionnent les plus aptes à la survie et donc à maintenir les caractéristiques de l'espèce des proies sur lesquelles ils se nourrissent. Le cinéaste Didier Noireau et son assistant Yann Thomas partent pour leurs premières explorations sous-marines et terrestres. Celui-là avec son machin. C'est encore un oiseau de mort. Ah, c'est pas un univers tendre ici, hein. Pour cet ancien de la Calypso, plongé à Clipperton, c'est renouer avec le passé de la prestigieuse équipe Cousteau, qui a filmé ici, il y a près de 30 ans, un fabuleux banc de requins marteaux. Seront-ils encore là? Ces plongeurs d'exception utilisent pour leur exploration un appareil spécial qui recycle l'air et n'émet ni bulles, ni le moindre bruit.
Preuve de l'efficacité de l'appareil, Didier s'approche à la toucher d'une grande raie manta. Le monde du silence s'offre enfin à ces hommes devenus poissons parmi les poissons. La belle est escortée par 2 rémoras, les fameux poissons ventouses, à l'affût des reliefs de ses repas. La raie manta s'est volontairement rapprochée du récif. Soudain, sa queue est saisie de spasmes. C'est un signal. Aussitôt, une carangue noire monte vers elle et se positionne pour une opération visiblement bien rodée. Elle vient débarrasser la géante de ses parasites. Un comportement aussi insolite que rarissime, au dire des spécialistes. La plongée se poursuit. Un banc de poissons-chèvres dresse une draperie mouvante qui s'entr'ouvre au passage de la caméra. Ludgens, carangue arc-en-ciel, balistes, carangue à gros yeux, les bancs de poissons se succèdent. Mais aux yeux de ces observateurs exercés, cette richesse n'est qu'apparente. Ici, à Clipperton, il y a beaucoup de poissons, mais peu d'espèces. Est-ce dû à l'isolement de l'atoll ou bien le signe d'un déséquilibre naissant? L'absence de requins étonne les plongeurs qui pensent que la disparition des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire pourrait expliquer la pauvreté du récif. Un grand requin marteau sort soudain du bleu, créant la surprise. Sans doute un vieux solitaire venu lui aussi se faire débarrasser de ses parasites. Seul rescapé de l'époque Cousteau. À la vie du récif s'oppose l'austérité du lagon aux eaux troubles. Il y a 1 siècle et demi, les 2 passes qui reliaient le lac intérieur à l'océan se sont obstruées. Il y a urgence à étudier ce milieu, car un cyclone peut rouvrir à tout moment les passes et détruire à jamais le bouillon de culture que l'évolution a concocté ici. Depuis sa fermeture, le lagon de Clipperton ne meurt pas. Au contraire, il s'invente une nouvelle vie, passionnante à étudier. Le bactériologiste Philippe Le Baron et son assistante Hila Eliphants arrivent à pied d'œuvre. L'écosystème de Clipperton est quasiment unique au monde. Et si les scientifiques sont motivés aujourd'hui pour venir ici, c'est certainement pas pour profiter des cocotiers, mais surtout pour étudier un écosystème qui est extrêmement original et surtout porteur de nouveautés sur le plan scientifique. Les prélèvements d'eau révèlent une couche de surface enrichie du guano des oiseaux de Clipperton. Quelques poissons chirurgiens parviennent à y survivre. En dessous, une couche dépourvue d'oxygène dont on ne trouve l'équivalent qu'en mer Noire, à 120 mètres de profondeur. Ici, elle est à 14 mètres seulement. Plus facile à étudier. Ce milieu extrême renferme des cyanobactéries, forme de vie archaïque apparue aux premiers âges de la Terre, il y a 3,5 milliards d'années. Elles pourraient faire avancer les recherches sur les origines de la vie. Les premières analyses révéleront une étonnante diversité de bactéries, pratiquement toutes inconnues pour la science. Tous les jours, quasiment, on découvre de nouvelles bactéries, on découvre de nouveaux organismes qui seront certainement utiles pour l'homme. Ça peut être pour produire des molécules sur le plan thérapeutique pour la santé humaine, ça peut être des molécules sur le plan alimentaire, ça peut être des bactéries capables de dégrader des déchets que l'homme produit, ça peut être toutes sortes de choses. Voilà maintenant 3 semaines que la famille Étienne a débarqué. Elliot et Ulysse sont ici chez eux.
À Clipperton, l'éducation à l'environnement est une activité de tous les instants. Regarde. Oh, regarde. Oh, tout petit poussin. Tout petit. Ah oui, oui. Oui, mais sa maman est partie chercher le poisson pour lui. Oui, je suis partie chercher les poissons, c'est vrai ça. Mais un tout petit poisson, hein. Peut-être que la maman ou le papa, ils sont là, ils nous regardent et peut-être ils attendent qu'on s'en aille pour venir lui donner à manger. C'est un minuscule. C'est un minuscule quick-quick. Oui. C'est tout mignon. Ah, le vent. Il essaye de voler. Faut qu'on le voit, tu vois. On va le mettre autour, là. Comme ça, là. Là. Et comme ça, voilà. Tu vois, ça va lui faire un peu d'ombre. Ce poussin ne devrait pas être seul. Où sont ses parents? Sans eux, son espérance de vie n'est que de quelques jours. Gérard, infatigable, installe des toilettes face à l'océan. Certains vont regretter de ne plus aller se soulager en mer. Dans le sens du courant, bien sûr. C'est un petit peu comme tout le reste dans le camp. On a fait des choses dans l'urgence au départ. Puis tout doucement, maintenant j'ai un peu plus de temps, j'affine, j'améliore, quoi. Donc là, j'ai enterré une cuve. Donc là, ça fera un stock. Et en plus, quand la mer est très très haute, elle arrive à rentrer dans la cuve. Donc ça fera un nettoyage automatique. Chasse d'eau naturelle. Ce soir, la terrasse de la famille Étienne fait office de bureau. 2000 plis philatéliques sont arrivés par la dernière rotation jusqu'à Clipperton, où Jean-Louis est représentant de l'autorité française. Nous avons provisoirement créé ici, dans cette cabane, la poste de Clipperton. Avec un petit trafic Avec régulier. un petit trafic régulier, et je suis investi des pouvoirs de signature pour le courrier qui partira de Clipperton. Et il est nombreux. Je vais encore chercher une feuille. Allez, deuxième tome. Tu as vu Roger là-bas qui pêche? Tu l'as vu pêcher là-bas? Tu as vu les poissons qu'il attrape? Tu vois, tous les soirs, il essaie d'attraper un poisson. Ah oui? Et oui. Et le matin, qu'est-ce qu'il fait dans son atelier? Je sais pas. Il le peint. Directement de la mer à la planche à dessin. Roger Swenston, peintre naturaliste australien, est spécialisé dans la vie sous-marine. Ses aquarelles d'une extrême précision sont souvent préférées aux photos dans les guides d'identification. Les expéditions comme ceci sont, pour moi, sont géniales parce qu'il y a toutes sortes d'experts dans toutes sortes de domaines qui t'apportent continuellement les choses nouvelles. Tous les jours ici, je vois les choses que j'ai jamais vues de ma vie. Et c'est surtout ça, l'expédition, c'est la richesse de la variété d'expertise rassemblée dans un endroit. C'est génial. Mais c'est sous l'eau que cet artiste hors du commun s'épanouit. Il lui faut parfois 10 heures de plongée pour recomposer une scène de la vie du récif. La peinture de Roger n'est pas la réplique d'un décor à un instant donné, mais le récit déroulé des multiples événements qui se sont succédés dans la journée. Ce qu'aucune photographie ne pourra jamais faire. La vie du récif est parfois un peu monotone. Et Roger est l'attraction du jour. Ludgens, poissons-anges, perroquets. Ses sujets d'étude sont très intéressés par ces bulles qu'il gobe une à une, et par son masque, miroir dans lequel il croit voir un intrus.
proximité, des biologistes espagnols et français sont en quête d'organismes susceptibles de contribuer à l'élaboration de nouveaux médicaments. Leur institution a placé Clipperton sur une liste de 25 sites marins sélectionnés pour un programme de recherche d'espèces inconnues. Une ombre au-dessus de leur tête. Le grand requin marteau. Il pourrait bien être à l'origine des déboires de Bernard Serret, qui tente de capturer de nouveaux spécimens. Tu la vois? Pour compléter les collections du Muséum d'histoire naturelle. Ah oui, elle est là. Est-ce qu'on peut passer ça devant, là? Est-ce qu'on va avoir besoin de la place? Stop. Hop, ça repart. Et bien là, on est en train de relever la ligne à requin. Malheureusement, même le bas de ligne en acier est cassé, donc ça veut dire qu'on a eu la visite d'un gros requin cette nuit. Dommage pour nous, tant mieux pour lui peut-être. C'est du câble acier en inox de 3 mm. Pour casser ça, il faut un monstre. Hein. Et voilà, c'est ça la pêche. Aléatoire. Le travail des équipes en mer ce jour-là s'interrompt soudain à cause de la marée qui descend. Il faut franchir coûte que coûte la passe, malgré les fortes vagues. Celui qui s'attarde serait condamné à passer la nuit en mer. L'équipe franco-espagnole est parvenue de justesse à rentrer au labo de campagne avec toute sa collecte du jour. Philippe Hamad, à gauche, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, est l'un des chefs de projet. À partir de chacune des espèces qu'on a ramassées ici, on va préparer un extrait qui est en fait la solution de tous les produits contenus dans chacun des organismes. Et cet extrait va être testé sur des cellules cancéreuses pour voir si un des produits présents dans cet extrait peut tuer ou non les cellules cancéreuses. Et donc potentiellement devenir, une fois purifié, un médicament contre le cancer. Qui sait, il y a peut-être le médicament de demain à Clipperton. Les chercheurs ont un faible pour les éponges et les acidies. Ces animaux primitifs fabriquent des substances toxiques que l'on ne trouve pas chez les espèces plus évoluées. C'est une autre piste de recherche prometteuse. Sous la tente de communication, Jean-Louis est en visioconférence avec l'école d'Erquy en Bretagne. L'éducation fait partie du programme de l'expédition. Donc là, on sort de la tente de communication, de l'endroit où nous étions, et voici une parade entre un futur couple de fous qui donneront des petits fous. Voilà, le mâle donc offre à la femelle les premières briques du nid. Les crabes craignent la lumière et en général sont sous terre ou à l'abri. Voilà, il vous fait bonjour. Vous avez Gérard qui travaille là. Il fait marcher les pompes à eau de mer qui envoient l'eau dans le désalinisateur, donc qui permet de dessaler. La production d'eau douce, c'est à peu près 60 litres à l'heure. Oh, regarde la grosse crevette là. Laurent Albinga initie Elliot à la biologie marine. Regarde. Hop là. Vous savez comme elle est belle? Je te la donne, tu la mets dans le pot. Ouvre ta main, mets ta main comme ça. Non, dans l'autre sens. Je te la mets dans le creux de la main. Voilà. Et tu la mets dans le pot là, dans celui-là. Ah, les oiseaux, t'as vu ce qu'ils ont fait? Un mois et demi d'expédition, le petit Ulysse marque mieux que personne le temps qui passe. Moi, je suis à peu près sûre qu'il va marcher, mais... En tout cas, il en a la volonté, là. Mais c'est vrai qu'il marche pas très bien pour l'instant. C'est pas pour demain, quand même. Ulysse a quand même sorti... Combien t'as sorti? 3 dents, ici. 3 dents, il a sorti, Ulysse. Elliot a dû bien prendre 2 kilos. Non, très grande forme, ici. À Clipperton, chacun prend son tour de vaisselle. Jean-Louis comme les autres. J'ai amené un ballon de volley et il y a trop de vent en fait.
trop de vent pour jouer. Donc on a... Et puis le corail n'est pas très confortable. Et le terrain est dur. Ouais. Donc c'est quand même pas facile de jouer au ballon. La vaisselle nous prend tout notre temps. C'est notre sport favori. Pour ses propres déchets, l'expédition s'est organisée. Le verre est pilé en miettes et jeté en mer. En peu de temps, il redeviendra poussière de sable. Idem pour le fer, qui va rouiller et se décomposer. Les poubelles de déchets alimentaires sont emmenées et bénées dans une grande fosse creusée par une expédition précédente. Et enfin, tous les cartons, les emballages, les plastiques sont brûlés dans un conteneur à l'ouest du camp. Les chercheurs, comme les autres membres de l'équipe, sont de corvée une fois par semaine. Le poussin découvert par Elliot n'a pas la vie facile. Lorsqu'il est seul, il se fait harceler par les oiseaux juvéniles, car le moindre signe de faiblesse attise l'agressivité des plus forts. Il a grandi malgré tout. Mais le mâle ne prend plus ses tours de garde. Il a probablement disparu en plein océan ou servi de déjeuner au crabe. L'oisillon goûte un court moment de répit avec sa mère, avant qu'elle ne reparte au large chercher Pitance. Partout sur l'atoll, la mort rôde, sanctionnant la moindre défaillance. Mais le service des pompes funèbres est d'une remarquable efficacité. Les ornithologues s'inquiètent de cette effrayante mortalité. Eux qui pensaient trouver une colonie d'oiseaux en pleine forme se posent une lancinante question. La nourriture disponible est-elle suffisante pour subvenir aux besoins des poussins comme des adultes? Il faut enquêter. Évidemment. Pour la première fois, 50 fous masqués sont équipés d'un GPS et d'un enregistreur d'activité qui renseigneront les spécialistes sur leurs déplacements, le nombre et la profondeur des plongées effectuées. La peinture, inoffensive, permet de les reconnaître au milieu de la colonie. Elle disparaîtra en quelques semaines. Cette animation retrace la pêche d'un oiseau extraordinaire, chef-d'œuvre de la nature. Le fou repère ses minuscules proies depuis une hauteur de plus de 10 mètres et plonge sur elles en un éclair. Il fend l'eau à 70 km/h et s'enfonce de plusieurs mètres pour s'en emparer. Au cours de cette extraordinaire séquence de chasse filmée très au large, dauphins, requins soyeux, thons jaunes rabattent un banc de petits poissons vers la surface où les fous peuvent à leur tour prendre part au festin. En quelques secondes, le banc est englouti jusqu'au dernier poisson. Un spectacle devenu rare aux abords de Clipperton, privé de grands prédateurs. L'ornithologue Charlie Bost attend patiemment le retour de ses cobayes, qui doivent le renseigner sur leurs activités alimentaires. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est difficile pour eux de trouver de la nourriture. La nourriture est rare, ils doivent partir très loin pour la retrouver. Ils sont parfois obligés de faire une trentaine à une cinquantaine de plongées par jour. Le tout pour ramener 5, 6, 7 poissons. Le GPS apprend à Charlie, stupéfait, que certains fous ont parcouru jusqu'à 600 km et sont restés plusieurs jours en mer pour s'alimenter. Comment ces oiseaux supportent-ils une telle épreuve? Rien d'étonnant à ce que nombre d'entre eux soient trouvés morts et beaucoup de poussins affaiblis. Les parents s'épuisent des mois durant à procurer une nourriture rare à un petit dont l'appétit grandit à toute allure. Lorsque l'adulte est rassasié, des enzymes se développent dans son estomac et bloquent la digestion. Ainsi, les poissons qu'il rapporte parviennent intacts aux poussins.
Tiens, regarde le crabe, là, il m'a pris ma fiole d'alcool. Ils sont incroyables, ces bestiaux. Et ils serrent fort, hein. Eux, ils en profitent. Ils vont vraiment utiliser toutes nos faiblesses pour, à la moindre occasion. Deux mois d'expédition, 2 habitants de Clipperton au moins se portent bien. Ulysse, à qui son copain a appris la fameuse marche du crabe, et Pouic Pouic, fidèle client de la cantine. Tiens, il y a Pouic Pouic. Ça va, mon petit Pouic Pouic? Ah oui. Enfin, il aime toujours ça. Un Pouic Pouic. Il est couvé par Didier, le caméraman sous-marin. Et aussi par le cuisinier du camp, Pascal Salin. Je suis pas sûr qu'il aime la viande, Pouic Pouic. Moi je nourris de tendresse, Pouic Pouic, ça suffit. Donc en fait, c'est assez rare de voir sa maman. Elle arrive plutôt en fin de journée. Et ils vont se mettre dans le coin, là, derrière le restaurant, pour faire leurs petites affaires. Et puis après, il revient nous voir gentiment. Une fois qu'on est à table, il vient se redorloper, il vient grignoter les chaussures. Gérard, grand spécialiste des expéditions polaires, plus habitué à se construire un igloo, adapte son style à cette mission tropicale. Jean-Louis Etienne recueille des données pour les scientifiques qui n'ont pu faire le voyage. Il récolte le pollen transporté par le vent, mesure le rayonnement solaire. Cet appareil, c'est un photomètre. Et ce photomètre reçoit le rayonnement solaire et mesure en fait les particules qui sont en suspension de l'atmosphère. À 2 pas de la cabane de la famille Etienne, une murène intrépide n'hésite pas à s'aventurer sur le platier et sort même de l'eau pour s'emparer d'un poulpe égaré. Au large, les lignes de Bernard Serret, Monsieur Requin, ont fini par pêcher. 2 beaux spécimens permettent aux biologistes de se livrer à un cours d'anatomie comparée. Alors une femelle de... Longueur totale 1810. On a 2 espèces de requins différentes. Ici on a un requin soyeux. Ici on a un requin des Galapagos. Alors tous les 2 se ressemblent, mais on arrive avec un peu d'expérience à les identifier comme ça. Ici vous avez des dents à une pointe principale qui est légèrement inclinée, avec des petits denticules à la base. Donc ça c'est chez le soyeux. Chez le requin des Galapagos, on a une grande pointe, mais la dent est presque triangulaire, à peine inclinée, et pas de denticules à la base. L'autre caractère aussi, c'est la forme du museau. Vous voyez, chez le Galapagos, le museau est plus arrondi et est légèrement en ogive, plus pointu chez le requin soyeux. Non, mais tu sais, c'est en petit, ça se verra pas beaucoup que c'est flou. Elsa Etienne s'inspire du travail des scientifiques pour imaginer des histoires naturelles pour les enfants sur le site internet de l'expédition. Jean-Michel Pontier, le médecin de l'équipe, fait une extraordinaire découverte au cours d'une plongée à plus de 50 mètres de profondeur. Un petit coffre enchâssé dans le corail, dont le couvercle, délicatement décoré, lui reste entre les mains. Didier, le cinéaste sous-marin, était dans les parages. L'imagination des 2 plongeurs s'enflamme. Clipperton était un lieu de passage connu des flibustiers
et autres écumeurs des mers. Je crois que ça y est, on a enfin la pièce maîtresse de l'expédition. 53 mètres et le coffre d'une malle. Il y en avait 3. Et le problème, c'est que comme à cette profondeur, on ne peut pas rester énormément longtemps. J'étais obligé de le retirer sauvagement et j'ai arraché avec le couvercle. Quand je t'ai vu remonter là, quand j'ai vu ça, tout de suite j'ai dit ça y est, c'est un trésor, c'est un coffre qui appartient soit à un des pirates, soit peut-être aux Mexicains. De toute façon, sous latitude, on ne lance pas à la mer un coffre, même vide. S'il n'y a rien dedans. On ne lance pas un coffre vide. Voilà, même s'il n'est pas très ancien, bien sûr, puisqu'il date pas de plus de, je te dis, 50 ans, vu la qualité du bois, etc. Mais on ne lance pas les 3 malles comme ça au fond sans rien. Et le bateau peut disparaître parce qu'avec les cyclones, le bois, etc., tout ça, ça part. Ouais. Alors que ça, quand c'est plein, ça reste au fond. Ça coule. Ah non, mais j'ai vu ça, je suis une fois devenu... dans ta vie, un truc comme ça. Bah, même si encore une fois, il n'y a rien derrière, je veux dire, on va remonter cette Clipperton. Un coffre comme ça, qui est forcément antique, ça date. C'est pas un truc qu'on a mis hier. Moi, ce qui m'a surtout marqué, je te dis, c'est ça qui a attiré mon œil, c'est effectivement cette... Les fleurs, on dirait comme si c'était un coffre de femme, tu sais. Voilà. Il y en a un qui va être gros pirate, capitaine Crochet, il a peut-être pas un coffre aussi fin, tu vois, dans la petite sculpture. Il y en a un auquel j'ai pensé. Il va pas aller dans la dentelle. Mais en tout cas, je pense qu'il y a matière à relancer la légende de Clipperton. Voici l'équipe plongée dans le tumultueux passé de l'île. Ne doit-elle pas son nom au pirate anglais Clippington, dont la légende prétend qu'il y aurait enterré le fruit de ses rapines? Mais la plus terrifiante histoire qui court sur l'atoll n'a rien d'une légende. Au début du siècle dernier, un phare est construit sur le rocher et une garnison mexicaine s'installe. Une trentaine de personnes, dont des femmes et des enfants, vivent alors sur l'île, ravitaillées depuis le continent. Lorsque la révolution mexicaine éclate, plus personne ne pense à eux. Pour ceux que l'on baptisera les oubliés de Clipperton, une lente agonie commence. Tous les soldats se noient en tentant de chercher du secours. Le gardien du phare, devenu fou, se proclame roi de Clipperton. Il a servi les femmes et les violentes. À bout, elles assassinent leurs bourreaux le jour même où un bateau de la marine américaine fait escale par hasard et les sauve. Aujourd'hui, quelques vestiges dérisoires témoignent du drame, et un parfum de mystère se dégage d'un énigmatique visage de lave. Auquel le peintre Roger n'est pas insensible. Une fois qu'on a lu cette histoire, c'est toujours avec nous. Je pense que ça couleur un peu la sensation qu'on a de Clipperton, cette isolation totale, perte, oubli. Et les pas des chercheurs, toujours, les ramènent vers le rocher, à l'irrésistible pouvoir d'attraction. Le carcinologue Jean-Marie Bouchard recense les crabes dans des carrés de 10 mètres de côté, représentatifs de chaque milieu de l'atoll, cocoteraies, plages, bord du lagon, pour évaluer la population globale. Il retourne les pierres pour compter les crabes cachés. Il reconstitue leur menu et s'intéresse même à leur rituel guerrier.
Les combats ne sont pas seulement des parades d'intimidation. Les décapodes orange fluo en sortent souvent mutilés. Cet animal-là a perdu 2 pattes. Les deux dernières pattes arrière à gauche, et on voit très bien les bourgeons des pattes qui sont en train de repousser. Donc c'est des animaux qui sont capables de perdre un membre volontairement, qui se sectionnent au niveau de leur hanche, et pour échapper à un prédateur, c'est-à-dire qu'ils laissent le membre au prédateur, qui généralement sont contentes, et ça permet à l'animal de s'échapper. C'est comme si on perdait un bras, ça serait quand même bien qu'il puisse repousser aussi. Ce fier à bras s'est luxé une pince dans un corps à corps. Il est capable de s'amputer lui-même pour permettre la repousse d'un nouvel appendice. En voici la preuve pour les sceptiques. Attention, il n'y aura pas de deuxième représentation. Et voilà, une pince toute neuve repoussera en quelques semaines. Côté toilette, c'est tout simple. Signal vert en haut, c'est libre. Signal rouge, c'est occupé. Et maintenant, que le spectacle commence. Une expérience inoubliable, mais consultez d'abord l'horaire des marées. Après avoir passé 2 mois à s'occuper des autres, Gérard peut enfin finir son chez lui. Et lorsque sa belle cabane sera terminée, ce sera l'heure de repartir. À moins qu'il ne songe à rester. Un nouvel oublié de Clipperton, oublié volontaire cette fois. La saison s'avance. Le vent fraîchit et se met à tourner. Les tentes ne sont plus protégées par l'écran de la cocotteraie et les premières bourrasques balaient les fragiles constructions humaines. Didier et Yann, les cinéastes sous-marins, sont en première ligne. Ils réaménagent leur campement pour la énième fois. Deuxième cocotier en 2 jours qui tombe. On en a eu un hier là, qui est tombé. Donc j'ai changé de cocotier, je suis allé là. Celui-là vient de tomber là, donc bon, donc on répare. Le British a un flegme des fois qui... ça va bien avec les tropiques, remarque. Lui, il n'a pas de mal à se tropicaliser. Moi, j'ai un petit peu plus de mal, mais bon. Là c'est pareil, on va se mettre là, mais regarde-moi le pied là, il en manque il en manque les 3/4. Ça va encore mal finir. Je vais me faire 3 cocotiers en 3 jours. You think that one's better than that one? I don't know what is better. Honestly, when you see that, you can't say it's better. Let's go here. Normalement, ça devrait le faire. You want the ladder? Non. L'avantage de ce cocotier par terre, c'est qu'à chaque fois il y avait 3 frégates en haut qui nous balançaient de la merde. Maintenant c'est terminé. On sait qu'on peut passer là tranquille. Pour le moment. À la première accalmie, le travail reprend. Ah, c'est trop chouette, ils sont dans un bain de poissons, Billy. Didier et Yann repartent en exploration et rêvent de retrouver le fameux coffre. À leurs yeux, la vie du récif est déjà de la routine. Des luttes de gens les enveloppent.
Et puis soudain, les habitants du récif se mettent à descendre le long du tombant. 20 mètres, 30 mètres. Les lude-gens, les poissons-chèvres, tous semblent répondre à un appel silencieux, impérieux, irrésistible. Ils ne se préoccupent plus des plongeurs. Ils ont un mystérieux rendez-vous, là-bas, dans les profondeurs. Les plongeurs captivés suivent le mouvement. La descente se poursuit. Au pied de l'escarpement, ils croisent un rassemblement de gros mérous qui, eux, remontent. Que se passe-t-il? Jusqu'aux murènes qui, d'ordinaire, ne quittent jamais leur trou en plein jour et nagent à découvert. Du jamais vu. Quel événement a déclenché cette migration silencieuse aux portes des abysses? Et puis le phénomène cesse aussi subitement qu'il a commencé. Le cortège se forme en sens inverse et chacun regagne ses pénates. Les biologistes de Clipperton pourront-ils élucider ce mystère? Alors je viens de voir un truc que j'ai jamais vu avant. J'ai vu tous les poissons du récif, les poissons chèvres, filer vers le tombant et des murènes qui nageaient en pleine eau. Écoute là, incroyable. Mais je sais pas pourquoi et je sais pas qu'est-ce qui a déclenché ça. Et puis ça a duré, 5 minutes. Au bout de 5 minutes, c'était fini, il n'y avait plus rien. Première fois que je vois ça. De ma vie. De ma vie, mon garçon. 30 ans de métier. 30 ans de métier. Didier apprendra qu'il a assisté aux prémices d'une cérémonie rare. L'instant solennel où les mérous mâles lâchent de concert leurs semences, offrant un banquet à tout le récif. Rien ne vient freiner la grande houle océanique qui se fracasse majestueusement sur le récif. La plongée à la recherche du coffre est annulée. Les trains de vagues sur le platier de l'atoll ne découragent pas la famille Étienne de prendre son bain quotidien. Entre 17h et 18h, un rituel réglé comme un métronome. Pour moi, de pouvoir offrir à des enfants un contact aussi direct avec la nature, une expression de leur corps, une autonomie, c'est un cadeau. Si on pouvait leur apprendre à être sociables et autonomes, on aurait gagné. Tout ça, tu voulais dire, toi? Tu veux dire tout ça, là? Oui. Pascal, le cuistot, et Benoît Terlet, un des matelots du Rara à vis, sont venus aider Gérard à nettoyer les plages de l'île. La collecte prend des proportions titanesques. Chaussures, planches de surf, extincteurs, fauteuils, télé et une myriade de petits objets, brosses à dents, peignes, sont récupérés et recyclés par Pascal qui improvise un défilé de mode plutôt grunge.
Mira que ya amaneció. 3 mois à Clipperton. Ulysse fête son premier anniversaire. Et son frère l'aide à souffler l'unique bougie. Une soirée de répit pour certains scientifiques, tandis que d'autres continuent leurs observations. Alain Coutet, spécialiste du plancton végétal au muséum, découvre dans l'eau croupie du lagon de nouveaux organismes. L'oxygène qu'on respire, l'essentiel est formé, fabriqué par ces petits organismes. Donc il faut protéger l'eau et éviter de déverser n'importe quoi dans l'eau. Sinon, on tuera ces organismes qui sont essentiellement responsables de la production d'oxygène. Là, c'est vraiment superbe. C'est une espèce de feu d'artifice. Dès l'aube, les jeunes fous jonglent avec des bouts de noix de coco pour s'entraîner à avaler le poisson dans le sens des écailles. Jean-Louis poursuit son programme d'éducation via satellite. 35 conférences au total en direct de Clipperton. L'équipe de plongée, après une première reconnaissance dans le lagon, se prépare pour la grande épreuve. Objet de tous les espoirs des chercheurs, le trou, dont une rumeur dit qu'il est sans fond, s'ouvre dans les entrailles de l'atoll. C'est l'heure de vérité. Jean-Claude Brive, responsable de l'exploration, et Didier Noireau fixent les consignes de sécurité. À 3 jours de mer de l'hôpital le plus proche, sans caisson de décompression, les plongeurs n'ont pas droit à l'erreur. Première sécurité, on reste très près les uns des autres. S'il y a un problème, on prend là et on fait 1, 2. 1, 2, ok? Ok. S'enfoncer dans ce puits, qui est peut-être une ancienne cheminée du volcan, c'est basculer dans un autre monde. Les projecteurs peinent à percer les eaux glauques et les plongeurs perdent vite leurs repères. Où est le haut, où est le bas? Cette mouvante dentelle de matière spongieuse est-elle une paroi ou déjà le plancher du trou? Le profondimètre indique la voie à suivre. Le fond apparaît. Étrange. Où est le trou sans fond annoncé? Le bras s'enfonce dans une épaisse couche de matière en décomposition, sans rencontrer de résistance. Est-ce là le mystère du trou sans fond? Mais attention, cette exploration trouble l'eau. Yann Thomas, l'assistant de Didier, se laisse surprendre par un changement de densité dans la couche d'eau. Il ne parvient plus à freiner sa chute et atterrit la tête la première dans la vase. Jean-Claude, qui suit, se fait prendre, lui aussi. Il reste un long moment immobile. Que se passe-t-il? L'équipe s'inquiète et vole à son secours. Mais en fait, il s'est remis de ses émotions
et essaie de traverser le bouchon végétal. Toute cette agitation dégage de l'hydrogène sulfureux qui assaille les muqueuses, brûle les yeux et la peau des plongeurs. La confusion est totale. Jean-Claude fait signe qu'il a un problème. Il faut remonter d'urgence. La plongée se révèle extrêmement dangereuse. L'exploration est compromise. Et le premier trou, c'est pour les enfants de cœur. Celui-là, là c'est quelque chose. Attends, ça sent mauvais ça. Alors ça, putain. T'es bien explosé toi. Ah ouais, là. T'en laisses pour les potes. T'en laisses pour les potes. Ah, ça fait du bien. Je suis désolé, ça va te faire un peu un look de pirate, hein, mais bon, sur Clipperton, c'est pas gênant. Voilà. Tiens, tu m'aides à maintenir avec ta main là le pansement pendant que je l'accroche. Maintenant que tu sais que c'est quand même quelque chose de dangereux, est-ce qu'il y a un attrait particulier? Qu'est-ce que vous allez chercher dans ce trou sans fond là? Dans ce trou sans fond, on va chercher peut-être quelque chose qui n'existe pas. Oui. Mais on voudrait savoir, on voudrait essayer de, comment dirais-je, de faire avancer les choses et de savoir, d'apporter des éléments aux gens qui voudraient bien savoir ce qui se passe dans ce trou sans fond. D'où vient cette acidité, d'où vient ce magma, d'où vient tout ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'en dessous il y a de l'eau de mer, est-ce qu'en dessous il y a encore de l'eau douce, est-ce qu'il y a une vie? Ah oui. Oui, faune, parce que vous allez peut-être trouver une vie là-dessous, une vie de profondeur, enfin de profondeur à 50 mètres, vous pouvez avoir trouvé une vie qui est peut-être connectée avec l'océan. Avec l'océan. Avec l'océan, et peut-être du corail, peut-être, qui sait. Oui, d'accord. Non, mais c'est... La lumière ne régit pas tout. La lumière ne régit pas tout. À l'aide d'une sonde, l'équipe déterminera finalement que la profondeur du puits est de 34 mètres. C'est la fin du mythe du trou sans fond. C'est le 6e voyage du Rara Avis. Une nouvelle rotation de scientifiques, des têtes nouvelles. Le débarquement du ravitaillement mobilise tout le monde. Ici, les corvées sont équitablement réparties. Les vivres frais prennent au plus vite la direction de la cuisine, à l'abri de la chaleur et des prédateurs. Allez. Sur la route qui mène au camp, l'oisillon d'Eliott, toujours sous la menace des juvéniles, attend un ravitaillement qui ne vient pas. En 10 jours, on attend impatiemment d'avoir des produits frais. Et puis quand ils arrivent, on n'est pas les seuls à les attendre. Donc là, nous avons les deux principaux prédateurs et fournisseurs de dégâts des matières premières, à savoir le crabe de Clipperton et le rat de la même île. Ils sont aujourd'hui tous les deux ensemble, mais à chaque fois que j'en ai deux ensemble, il y en a un des deux qui meurt. C'est pas toujours le même. La dernière fois c'était le rat, aujourd'hui c'est le crabe. Donc affaire à suivre. Michel Pascal et Olivier Lervellec, surnommés Ratator, ont la mission d'exterminer les rats débarqués d'un navire de pêche échoué en 1998. Bon, le premier rat de la journée. Anda. À voter. À voter. À voter. Mais les rongeurs ont proliféré apparemment au détriment des crabes devenus leur proie favorite et il faudra revenir avec des moyens plus conséquents pour en venir à bout. Jean-Marie Bouchard, le carcinologue, suit pas à pas les crabes qu'il a marqués pour tout savoir de leur vie privée. L'atoll est littéralement miné par leurs galeries au point que le sol se dérobe sous ses pieds. Il inspecte même en toute indiscrétion Crabopolis, la ville souterraine où il s'abrite des ardeurs du soleil. Et ses observations vont parfois à l'encontre de celles de ses prédécesseurs. Ces animaux ne se déplacent pas énormément. Ils se déplacent environ d'une trentaine, quarantaine de mètres pour aller se nourrir, mais ne font pas des migrations d'un bord à l'autre de l'atoll comme c'était écrit, comme on pouvait le supposer. Mais il a l'air d'avoir faim celui-là.
Température 35 degrés. Les crabes risquent vraiment de cuire s'ils restent au soleil. Les places à l'ombre sont chères. Ils s'empilent comme des assiettes par centaines sous le surplomb de l'ancien récif au bord du lagon. Mais la plupart se terrent dans les galeries humides. À la mi-journée, la chaleur accablante, le vent, le vacarme incessant des milliers d'oiseaux terrassent parfois les clippertoniens. Les scientifiques en parlaient, mais personne n'y croyait vraiment. Gérard a trouvé une source d'eau claire et fraîche à seulement 60 cm de profondeur dans le corail. C'est une nappe phréatique, alimentée par les eaux de pluie et l'eau de mer, filtrée depuis des milliers d'années par le corail. Une pompe, un tuyau, un réservoir, et l'eau jaillit comme sur un puits de pétrole. Gérard, une fois de plus, fait le bonheur autour de lui. Mauvaise nouvelle. Le petit fou qu'Eliott avait protégé avec des noix de coco est au plus mal. Sa mère a disparu. Affaibli par la chaleur, déshydraté, il est trop tard pour le sauver. Un juvénile s'acharne sur le petit corps que la vie abandonne. Dès que le soleil décline, des milliers de pinces se mettent en chasse. Une armée caparaçonnée migre vers le lagon pour se réhydrater et brouter algues et herbes vertes. Les crabes de Clipperton sont terrestres et leurs branchies sont spécialement adaptées pour ne pas se dessécher. Ils supportent de courts séjours dans le lagon pour se nourrir, mais fuient l'océan aux eaux agitées et pleines de dangers. Opportunistes, ils se contentent de ce qu'ils ont sous la pince. Végétation aquatique pour les voisins du lagon, noix pour les habitants de la Cocotteraie, œufs et oiseaux morts ailleurs. Selon les estimations de Jean-Marie, leur population serait passée de 11 millions il y a 35 ans à seulement 1 million aujourd'hui. Une diminution surprenante. Il est probable que la forte régression de la végétation sur l'île et la présence des rats compromettent le règne des crabes sur cet atoll. À Clipperton, les fous gardent toujours les crabes à l'œil, car les chapardages sont fréquents. Un poisson régurgité, laissé sans surveillance, est une aubaine rare. Pour Roger, cette cohabitation mouvementée est une inépuisable source d'inspiration. Mais le métier n'est pas sans désagréments. Et comme tous les artistes, il est toujours anxieux de plaire à son public. La fin de la saison sèche approche. Les averses se font de plus en plus fréquentes et violentes. Clipperton, crête de corail affleurant l'océan, serait laminée au premier raz-de-marée. Jean-Louis tente de colmater les brèches dans lesquelles s'engouffrent les alizés en colère. Les liaisons satellites sont coupées et les visioconférences suspendues. La houle qui se creuse interdit l'accès de l'océan aux chercheurs. Le sol détrempé se transforme en boue poisseuse, parfumée à la fiente d'oiseaux.
et le camping devient un véritable cauchemar. Pouic Pouic, la mascotte, s'est aventuré dehors au mauvais moment. On ne l'y reprendra plus. Ici, en plein Pacifique, aucun obstacle ne retient les nuages. Le vent a finalement raison de la pluie, et chacun peut reprendre ses activités favorites. Trois mois et demi de mission à Clipperton. Ulysse s'essaie à la bipédie. Pascal, le cuisinier, part au-devant des déchets qui viennent s'échouer sur la plage. À 300 mètres du camp, il récupère plusieurs paquets apportés par le courant. Ce n'est pas la première fois. C'est de la cocaïne, probablement intentionnellement jetée à la mer par des trafiquants pour déjouer le contrôle des gardes-côtes. Les emballages sont généralement lestés avec des plaques de sel qui les entraînent au fond à l'abri des regards. Lorsque le sel se dissout, les paquets remontent, flottent, et les trafiquants n'ont plus qu'à suivre les courants pour les récupérer. Votre attention, s'il vous plaît. Et vous cherchez du sucre glace. Oh putain! Je vous paye ma tournée. Non! Allez, un petit dernier pour la route. C'est un nouveau fournisseur. Ah ouais? C'est pas les mêmes paquets. Black Panther. La bonne ça. Ah bon? En tous les cas, ça fait des Pascal, peux-tu m'expliquer pourquoi ce paquet est entamé? Tu l'as remballé celui-là. Ce n'est pas l'hélicoptère des narcotrafiquants, mais celui du Prairial, frégate de la marine française en mission dans le Pacifique, qui fait escale à Clipperton. Les 30 tonnes de déchets récupérés par Gérard et son équipe sont chargées sur le navire. Jean-Louis monte à bord pour remettre en main propre au commandant 25 kilos de cocaïne d'une valeur estimée à près de 5 millions d'euros. On avait l'impression, nous, d'avoir découvert quelque chose d'important. On a avec nous ici un Américain, et qui dit la dernière fois qu'ils sont venus, ils ont trouvé un paquet de 32 kilos. C'est ça, moi j'ai vu. Je sais pas, donc on a. Alors, c'est. D'accord. Des passagers clandestins retrouvés dans les sacs de déchets sont jetés par-dessus bord. Mais l'équipage du Prairial ignore probablement que les crabes n'ont aucune chance de survivre dans l'océan. Dernière équipe scientifique à débarquer sur Clipperton, les foreurs de coraux. 2, 1, hop! Leur objectif, extraire du récif des carottes de corail pour reconstituer les variations de température de l'océan au cours des derniers siècles. Une information capitale pour étudier les changements climatiques et prévoir l'ampleur du fameux phénomène El Niño qui bouleverse régulièrement le climat de la région. Et Clipperton est la seule zone de prélèvement possible de tout le Pacifique Est. Le corail ne pousse que de quelques millimètres par an en moyenne et garde en mémoire année après année les changements de température des eaux alentours. Il n'y a plus qu'à lire en laboratoire cet enregistreur très précis.
Thierry Corrège est paléoclimatologue. Il lit le passé dans le corail. Là, on a remonté une carotte de 2 mètres de long à peu près, ce qui doit représenter 150 à 200 ans d'histoire de la mer. Il y a le plan. Voilà. Le corail pousse de la même façon que les arbres. Quand on coupe un arbre, on peut regarder les stries de croissance. Et il y a les gens travaillent sur les arbres exactement comme ils travaillent sur les coraux. Quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est que ces coraux qui font 3-4 mètres de haut, la partie vivante, on la voit très bien ici, elle fait à peu près un demi-centimètre. Tout le reste, c'est du squelette mort. Et donc, un corail comme ça qui va avoir 200-300 ans, c'est comme s'il y avait eu un building de construit pendant 300 ans et chaque année, les gens construisaient un nouvel étage, changeaient d'étage et nous laissaient des traces et à nous de décrypter les traces. À terre, 2 ornithologues américains, Robert Pittman et Lisa Balance, enquêtent sur les malformations qui affectent 5% des 120 000 fous masqués. Le problème est que l'aile devrait être bien droite lorsqu'on la déplie. Mais il y a une bosse ici, une bosse anormale. L'oiseau ne peut pas étendre son aile complètement pour voler. Et ce pauvre gars va devoir passer le reste de sa vie ici, à tourner en rond sur l'île de Clipperton. En étudiant les régurgitats de fous malades et bien portants, Robert et Lisa espèrent trouver la cause de ces malformations. Ils effectueront aussi des prélèvements pour détecter une éventuelle présence de métaux lourds dans leurs tissus. Ceux-là se sont principalement nourris de poissons volants. Voilà ses ailes et sa queue dont il se sert pour sortir de l'eau, pour s'envoler. Pour cet oiseau, nous avons 3 différentes espèces de poissons volants, plus un poisson de récif et un petit calmar. C'est un assez bon exemple de pêche et on peut facilement identifier chaque proie. On va en prendre une pour l'étudier de plus près. Pour Bob et Lisa, l'explication de la mortalité importante et des malformations chez les fous pourrait se résumer en un mot, malnutrition. Et la cause, la voici. Des navires équipés d'hélicoptères pour repérer les bancs pillent sans vergogne des milliers de thons au rythme de 30 000 tonnes pêchées illégalement chaque année autour de l'atoll. Or, les oiseaux dépendent des grands prédateurs marins pour se nourrir. Quant aux requins, ils sont chassés par les palangriers pour leurs ailerons, dégustés en soupe dans les restaurants chinois. Ainsi ont disparu les requins-marteaux filmés par Cousteau. Ainsi survivent, vaille que vaille, les fous masqués de Clipperton, victimes des thoniers comme le furent les dauphins. À terre, le spécialiste des reptiles Yvan Inèche termine son exploration de l'île et se passionne pour sa découverte. Oui, il y a un lézard. Oh, c'est génial. Waouh, je l'ai sur l'écran là. Super. Oh, c'est super. Et normalement, cette espèce-là se repose dans les blocs de corail qu'on voit un peu partout. Mais là, de temps en temps, quand une noix de coco est disponible, eh bien, il en profite. Là, c'est absolument génial. On le voit très bien en train de se reposer. Apparemment, ça ne dérange pas du tout la lumière. Le lézard noir du chercheur captive Jean-Louis et Elliot. Le 5 d'Arundel, c'est son nom, se nourrit des tiques des oiseaux de mer, des parasites gorgés de sang. Insectivore à son arrivée ici il y a bien longtemps, le reptile voyageur s'est mué en un petit vampire pour survivre. L'évolution suit parfois des chemins bien déroutants. 3 mois et demi de mission. C'est le départ des derniers scientifiques venus des centres de recherche et universités françaises, espagnoles, mexicaines et américaines. À l'heure du bilan, la moisson est impressionnante. De nouvelles espèces identifiées, 50 espèces de poissons collectées, 61 de crustacés, doublement des espèces d'algues décrites, des bactéries inconnues peut-être aux vertus thérapeutiques ou apportant des éléments sur les origines de la vie sur Terre. Des observations déterminantes sur les populations d'oiseaux, de crabes et de rats en pleine mutation, des données sur le climat du passé, le fonctionnement du lagon. C'est le véritable trésor de Clipperton que l'on embarque sur le Rara Avis. Allez, c'est parti.
File-moi les deux là, c'est bon. Tu les prends? Voilà. Un parfum de fin d'aventure règne sur le camp. Le ciel est bas et lourd, comme il convient au matin de départ. Le transbordement du congélateur est délicat. Une interruption trop longue de la chaîne du froid aurait des conséquences catastrophiques pour les échantillons congelés. Soudain, Jeannot est en difficulté dans la passe. Son moteur a calé. Il est malmené par la houle et vient cogner contre le corail. Comme si Clipperton ne voulait pas se laisser déposséder de sa mémoire et interdisait aux partants l'accès à l'océan. Bilan de l'incident, une hélice faussée, et Jean-Louis s'inquiète pour les chercheurs. Tu vois, c'est ce vent latéral là, comme il est du nord, on n'est pas habitué à ça. Normalement, on se fait dépaler vers là, et là, je me suis fait dépaler vers là, et j'ai pas calculé mon coup. J'ai essayé de démarrer, mais il n'y a rien qui vient. Qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas qu'une personne, quoi. Hein. Ah, mais on va les sortir. Et je change d'hélice, et puis on continue. Ouais. C'est un incident. Hein. D'accord. Mais on est prudent, Hop. Et la barrière infernale est finalement franchie sans encombre. Ouais. Yes. Eh ben, moi je suis resté. Un oublié heureux, enfin, un Clipperton. C'est un sentiment de plénitude. Il pleut, mais je m'en fous. Je pourrais pas être plus heureux. Pas plus, je crois. Pascal, le cuisinier, oublié heureux, reste jusqu'à la dernière rotation avec l'équipe de Jean-Louis Etienne pour plier le camp, ranger les tentes, démonter les éoliennes. Le carré des fidèles doit rendre à l'île sa virginité naturelle. Après l'intermède mouvementé de l'expédition, la vie sauvage reprendra vite possession des lieux. Et Jean-Louis prépare déjà l'avenir. Clipperton est un échantillon, c'est un témoin. Pour nous, ça a été un terrain d'expérience, un outil de communication pédagogique. Et il faut que ça devienne dans le futur un observatoire de l'océan. Ça, c'est le volet de retour auquel je vais m'attaquer. La dernière fête est un peu nostalgique. On n'abandonne pas facilement celle qui vous a fait rêver pendant 4 mois. L'île est rendue à ses fantômes. Le rocher, tel une vigie scrutant le large, retourne à sa solitude. Clipperton est un fascinant laboratoire de l'évolution qu'il faut étudier, comprendre et protéger. Percer les mystères de ce petit monde fragile pourrait un jour nous aider à préserver le nôtre, la Terre.